Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie, et en plus particulier des économies de marché. Et comment est-ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui? Parce que je reçois des téléphones, des messages de gens qui sont à la tête de sociétés de gestion, ça peut être des banques, des sociétés privées ou autres, qui viennent me dire « Mais comment se fait-il, Pascal, que les marchés se maintiennent comme ils se maintiennent aujourd'hui? » Alors même que tous les fondamentaux de notre économie, qui est largement à l'arrêt, semblent nous indiquer que les grandes comme les petites sociétés ne feront pas une très bonne année cette année, qu'on espère qu'elle se récupère l'année prochaine, mais vu la façon dont le coronavirus est en train de nous impacter au niveau de la santé, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça va avoir des conséquences à long terme. Or, j'aimerais ici rappeler un des fondamentaux les plus simples de nos économies de marché, à savoir que c'est une économie qui est basée sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand 50,1% des personnes pensent que ça va monter, les gens achètent, et jusqu'au moment où l'équilibre entre les gens qui pensent que ça va monter et les gens qui pensent que ça va descendre est atteint pour se rétablir à 50%. Or, vous pouvez biaiser un marché comme celui-là en créant un acheteur artificiel, donc une demande artificielle, comme le font les États aujourd'hui au travers des, essentiellement, banques centrales, en bypassant les règles constitutionnelles qui, en théorie, devraient les empêcher de faire ce genre de manipulation. J'en veux pour exemple ce qui se passe avec la Fed aux États-Unis, où je crois environ 5 trilliards de dollars ont été injectés à l'intérieur des marchés, quelques cacahuètes, si j'ose me permettre, quelques miettes pour les entreprises privées, qui représentent pourtant les petites et moyennes entreprises, je devrais plutôt dire, qui représentent pourtant 85% de l'économie, 80, entre 75 et 85% de l'économie réelle. Et ceux-ci ont reçu, comme je dis, quelques miettes de cet argent, alors que tout le reste est là pour racheter le marché et des pans entiers du secteur privé, nationalisant par là même des pans entiers du secteur privé. Et le mécanisme est simple. La Fed, la Banque centrale américaine, produit du cash qui est mis à disposition du Trésor américain, qui lui-même utilise BlackRock comme trader sur le marché pour racheter à peu près tous les actifs pourris dont les gens souhaitent se débarrasser pour maintenir le cours des bourses. Donc vous vous rendez compte que c'est totalement artificiel. Et ce faisant, ils font gonfler la masse monétaire, diminuant la valeur de chaque dollar, de chaque euro, de chaque franc ainsi produit. Et c'est assez dramatique parce que, comme je dis, ça correspond à une nationalisation qui va les mettre dans une situation où ils vont dominer et ils vont être les acteurs principaux qui pourront manipuler le marché encore plus avant, le cas échéant. Mais j'aimerais parler d'une autre situation qui m'inquiète presque encore plus. C'est la situation de l'or. Aujourd'hui, les gens les plus prudents, les plus raisonnables, qui ont le mieux anticipé sur leurs vieux jours ou sur une catastrophe potentielle au niveau des marchés financiers, ont mis un petit peu d'argent de côté. Et cet argent, si on fait gonfler la masse monétaire pour arriver à terme à une dévaluation ou une inflation galopante, la valeur de cet argent va diminuer. Si vous faites une dévaluation de 50% sur les monnaies, pour prendre un chiffre simple, si vous avez 100 000 euros à la banque, ils en valent plus que 50 000. Donc les plus prudents d'entre nous ont donc acheté de l'or. Et la plupart du temps, ils ont demandé à leurs banquiers de leur acheter de l'or physique. C'est-à-dire, c'est pas de l'or scriptural sous forme de papier où on vous garantit le cours, mais il n'y a pas d'or physique derrière véritablement. Donc c'est une pure spéculation. Non, ils ont demandé d'acheter de l'or physique. Et aujourd'hui, il apparaît dans mes différents contacts qu'il est très difficile de convertir ce soi-disant or physique qui en théorie est mis dans des dépôts collectifs surveillés par différentes mesures. Ça peut être au niveau des banques centrales, ça peut être... Enfin bref, cet or physique, si vous le demandez à votre banquier de vous le livrer physiquement pour le mettre dans un coffre, apparemment, eh bien cet or n'est pas disponible.
Et je vous mets au défi. Vous essayez, si vous avez de l'or véritablement dans votre compte, vous appelez votre banquier et vous lui dites, voilà, j'aimerais transformer 20% de l'or que j'ai dans mon compte en or physique. Et vous verrez bien sa réponse. Alors, y a-t-il là derrière un problème technique avec des fonderies qui sont à l'arrêt, avec du fait du coronavirus, ou est-ce que c'est parce que cet or physique véritablement n'existe pas et malgré qu'il soit vendu comme tel, c'est un or scriptural? Je ne sais pas. Mais, encore une fois, la meilleure façon de vérifier, c'est d'appeler votre banquier et de lui dire, voilà, j'aimerais avoir, on ne va pas déstabiliser le marché, pas la totalité, on ne va pas lui demander de convertir la totalité en or physique dans un coffre, non. Mais on lui demande c'est pour vous, pour tester la valeur réelle des économies que vous avez, vous en convertissez une petite partie. Parce que si l'or est en effet, soi-disant physique, n'est plus disponible aujourd'hui, je pense que c'est l'étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. Tant est que, comme j'ai dit, les gens les plus raisonnables, les plus prévoyants, qui ont mis des économies de côté pour soit leur vieux jour, soit payer les études de leurs enfants ou autres, sont encore une fois dépossédés de la valeur de leur travail. Et je pense que c'est véritablement dangereux. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 190 000 tonnes d'or sur la planète, que les banques centrales en possèdent environ 32 575 tonnes, que les applications industrielles comptent pour à peu près 26 700 tonnes, que l'investissement privé représente 40 000 tonnes, un peu plus de 40 000 tonnes, que les bijoux et la joaillerie en représentent à peu près 47,5 000 tonnes, et que on représente environ 90 700 tonnes. Donc, cet or, vous savez, est finalement le seul étalon en termes d'investissement qui ne perdra pas de sa valeur en termes au moment d'une dévaluation. Vous devrez être dans de l'immobilier, donc de la pierre, du foncier avec des terrains, des forêts, ou de l'or ou de l'argent. L'argent étant une aussi assez bonne diversification puisqu'il a des applications industrielles qui le rendent indispensable dans beaucoup de domaines. Tout comme l'or, mais en moindre mesure. Donc, aujourd'hui, pour protéger votre capital, comme je viens de le dire, c'est de l'immobilier, c'est des terrains, du foncier, des forêts, c'est de l'or et éventuellement de l'argent. Et si aujourd'hui, l'or, entre guillemets, n'existe pas, parce que vous l'aurez bien compris aux chiffres que je viens de vous donner, vous avez une quantité qui est finie, eh bien, j'allais presque dire c'est la trahison ultime pour les gens qui ont été prévoyants et qui ont géré avec précaution leur capital. Voilà. Donc, essayez et vous verrez, on saura assez rapidement où on en est. Maintenant, je parlais ce matin avec un de mes correspondants qui est à New York, qui est un directeur d'une grande banque, et lui, il parle français. Donc, de temps en temps, il fait l'effort de parler avec moi en français, ce qui est assez sympa. Et il me disait, Pascal, j'ai vu tes vidéos, et j'ai vu les commentaires, les polémiques, le déchaînement médiatique que certaines d'entre elles ont provoqué, en m'accusant de fake news et ceci et cela. Et bref, je vous passe la conversation, mais il m'a dit, il y a un point sur lequel tu as entièrement raison. C'est que nos démocraties, aujourd'hui, ne sont pas viables et ne correspondent plus en termes de leur structure à ce dont ont besoin les êtres humains du fait de leurs activités, de ce qu'ils font, de la vitesse à laquelle les échanges se font, la façon dont on apprend, dont on éduque, etc., etc. Et il me disait, tu sais, il faut faire comme à l'époque, quand le computer bug de façon trop régulière, on fait Alt, Ctrl, Delete, on reset, on redémarre et on repart sur un computer qui a été allégé, entre guillemets, des dysfonctionnements internes. Et je pense que, véritablement, on est dans une situation où, potentiellement, les contraintes financières du marché et les contraintes sanitaires du coronavirus risquent de nous mettre devant la situation que je décris aujourd'hui. À savoir que on doit faire un reset global car les
structures qui nous permettent de collaborer, de vivre ensemble, sont devenues tellement complexes qu'elles, en termes de complexité, nous coûtent presque plus cher que ce que l'on est capable de produire, nous, en tant qu'êtres humains. Et il faut simplifier tout cela, tant au niveau du cadre légal qu'au niveau des constitutions. Parce qu'on ne peut pas maintenir la complexité d'un système comme celui-là qui, comme je le dis, nous coûte plus cher que ce que l'on est capable de produire. Et le coronavirus va peut-être être le moteur de tout ça, en ce sens que vous ne pouvez pas convaincre des gens qui profitent d'un système de façon éhontée. Je rappelle que 20 personnes sur cette planète possèdent autant de biens que la moitié de l'humanité la plus pauvre. C'est en soi une inefficience de marché, mais une inefficience de marché grave qui doit exploser à un moment donné. C'est une forme de bulle, et une bulle, comme vous le savez, ne cherche qu'une épingle pour exploser. Donc, il faut ramener l'église au milieu du village, car tout le monde y gagnera. Je vous donne un exemple. Admettons que vous soyez à la tête d'un État qui fait 1000 milliards de produits intérieurs bruts. Donc, il produit par son travail dans le pays 1000 milliards. Et qu'un État s'approprie de 60% sur forme de taxes, d'impôts divers, etc. L'État va donc collecter environ 600 milliards de taxes, impôts pour son fonctionnement et pour la façon dont il fait fonctionner, bien sûr, tous les services qui lui sont attachés. Admettons maintenant que l'État déclare qu'on va redonner plus de liberté aux citoyens en les laissant maîtres de 70% de ce qu'ils produisent comme valeur. C'est-à-dire qu'on met dans la Constitution qu'un État ne peut pas outrepasser 30% de ponctions diverses et variées sur la valeur de ce qui est produit par les citoyens. Alors évidemment, les premières années, ils vont diminuer un peu la capacité de collecte d'argent, tout simplement. Oui, mais si vous redonnez aux citoyens la capacité d'entreprendre, s'ils ne sont pas grevés de taxes de façon systématique, si vous redonnez aux entrepreneurs la capacité d'innover, de créer de nouvelles structures, de nouveaux produits, de nouveaux services qui sont plus en adéquation avec ce que consomment les êtres humains aujourd'hui, vous allez donner un coup de boost à votre économie qui est quelque chose d'absolument effarant. Quand des Européens ont quitté il y a quelques siècles l'Europe, fatigués qu'ils étaient de vivre sous le joug des royautés et des dictatures royales, pour aller créer une constitution outre-Atlantique dans les Amériques, qui leur donnait des libertés, qui leur permettait d'entreprendre et d'innover, eh bien, en l'espace de 3 siècles, ça constitue, alors qu'ils ne sont que 4,5% de la population mondiale, plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale, donc de la valeur de toutes les sociétés cotées mondiales. Et encore une fois, est-ce que c'est arrivé parce qu'ils sont meilleurs que les autres, parce qu'ils sont plus travailleurs que les autres? Bien évidemment pas. Non, c'est arrivé parce qu'on a rendu à des êtres humains la capacité d'entreprendre, d'innover, de créer des bons produits. Pourquoi est-ce que vous croyez que des sociétés comme Apple, comme Microsoft, comme Google, qui sont véritablement les vecteurs de notre communication aujourd'hui, sont toutes nées aux États-Unis? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui sont meilleurs? Non, c'est parce que ce sont des gens qui sont libres d'entreprendre. Et vous devez reconquérir, à travers l'ensemble des démocraties, les êtres humains doivent reconquérir leur capacité d'entreprendre, d'innover. Mais il est évident que si vous le faites pour 60 ou 70% de sa valeur pour votre suzerain, votre roi ou votre dictateur, ça va pas fonctionner. Vous n'allez pas être très motivé. Les États démocratiques d'aujourd'hui ont tué l'entrepreneuriat. Ils ont tué votre capacité à innover, à faire de nouvelles choses. Or, le problème est simple. C'est que pensez aux grands à-coups évolutifs de l'évolution de la vie.
Est-ce que vous croyez qu'il y a 65 millions d'années, les mammifères qui étaient des petites musaraignes grandes comme ça, ont été vers nos amis les dinosaures, qui occupaient absolument toutes les niches environnementales de l'époque, en leur disant « Écoutez, messieurs les dinosaures, vous devriez quand même nous laisser la place parce que nous sommes mieux adaptés à reconquérir l'environnement que vous allez nous laisser pour produire l'être humain, pour produire la fabuleuse diversité qu'on a à la surface de la planète aujourd'hui. » Mais les dinosaures, ils auraient rigolé, c'est une évidence, vous n'allez pas laisser partir tout ce qui fait votre qualité de vie et le donner à d'autres parce que c'est dans l'intérêt du plus grand nombre. Mais non. Non, vous allez le faire si vous êtes obligé de le faire. Et il a fallu la météorite de Chicxulub dans le Yucatan au Nouveau-Mexique pour changer dramatiquement l'environnement dans lequel évoluaient tous ces animaux de l'époque et faire en sorte que ces niches écologiques puissent être réoccupées par d'autres, les mammifères en l'occurrence. Et si vous regardez aujourd'hui, la biodiversité à la surface de la planète est quelque chose d'unique. Elle est supérieure à la fin du Jurassique. Elle est supérieure à tout ce qu'on a connu, même avant la grande extinction du Permien. Donc, chaque à-coup évolutif fait renaître quelque chose qui est plus en adéquation avec son environnement. Et au niveau économique, au niveau des sociétés, c'est la même chose. Des sociétés doivent disparaître. Elles doivent disparaître pour être démantelées, revendues par morceaux à d'autres sociétés qui achèteront ces compétences, qui les restructureront, qui les remettront ensemble. Et pour produire les services et les biens dont vous avez besoin, que vous allez consommer dans les années qui viennent. Alors c'est évident, ça va faire quelques personnes, qui perdront leur emploi. Un état de fait. Oui, mais l'économie va continuer. C'est pas parce que vous perdez votre emploi que vous n'êtes plus à disposition d'autres sociétés qui vont vous réengager pour les compétences que vous aviez, soit dans un domaine, soit dans un autre. C'est le cycle normal des économies. Aujourd'hui, il faut remettre ce moteur en route. J'ai une de mes amies qui m'écrit hier soir qu'il faut rendre la médecine aux médecins. Et je pense que c'est fondamentalement vrai. Il faut rendre la médecine aux médecins et pas aux gens qui sont des satellites autour de l'industrie médicale et qui en tirent parti. Je pense aux firmes pharmaceutiques, je pense aux sociétés d'assurance, etc. Comme je le disais, en Suisse, pour un médecin en exercice, il y a 4,5 personnes qui travaillent dans des domaines, je dirais, pratiquement administratifs autour des médecins. Ça ne le fait pas. Il faut rendre la médecine aux médecins. Les gouvernements n'ont rien à voir là-dedans. Il faut rendre l'éducation aux professeurs, aux instituteurs dont c'est la vocation d'éduquer les générations futures. La politique n'a rien à voir là-dedans. Si ce n'est pour en tirer sa dîme, tant est que c'est un marché diablement important. Donc, il faut des modifications qui soient constitutionnelles. Une des toutes premières est de limiter le budget de l'État. L'État ne peut pas vous prendre plus que 20 ou 30% du produit de votre travail. Ça semble tellement évident. Oui, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il faut faire en sorte que les personnes, que l'État ne puisse pas adapter ses recettes à ses dépenses. C'est-à-dire que ce soit capé, qu'il y ait un plafond de 30% de ponction par rapport à la valeur de votre travail du produit intérieur brut de la nation, et que s'ils vont au-delà, ils sont considérés comme de mauvais gestionnaires, comme de mauvais administrateurs, et que constitutionnellement, ils soient obligés de laisser leur place au suivant avec inéligibilité pour mauvaise gestion, comme ça se fait dans les sociétés privées. Donc, il faut en revenir aux fondamentaux des cycles naturels, des cycles
économique, où on laisse mourir des sociétés plutôt que de les maintenir en vie par copinage. On connaît le copain tel et tel, le copain tel et tel, et on va lui fournir les actifs nécessaires pour qu'il puisse survivre. Non, ça ne doit plus fonctionner comme ça. Vous devez exiger, que ce soit par référendum ou quels que soient les moyens que vous avez à votre disposition, d'amener les changements structurels qui permettent aux êtres humains d'entreprendre, d'innover, de conserver une majeure partie de la valeur de leur travail pour qu'ils puissent continuer à faire quelque chose. Et je vous donne un exemple. Si vous êtes à la tête d'un État qui fait, disons, 1000 milliards pour simplifier les chiffres, et que vous prenez 60%, l'État va donc ponctionner 600 milliards sur ces 1000 milliards d'actifs. Maintenant, admettons que vous redonniez cette liberté à vos êtres humains, à vos citoyens, vos populations. Ils vont innover beaucoup plus, ils vont être beaucoup plus actifs. En 2-3 générations, à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis quand ils ont une constitution qui permettait aux gens d'entreprendre, eh bien, ils vont créer de la valeur par leur capacité à innover, à créer des produits. Eh bien, en l'espace de 2 générations, vous allez multiplier par 5 votre produit intérieur brut, ou au minimum par 4. C'est une évidence. Donc, si vous multipliez par 4 votre produit intérieur brut, et que vous diminuez la charge fiscale à 30% plutôt que 60%, vous allez en valeur absolue doubler la quantité d'impôts que vous percevrez, parce que vous passerez de 600 milliards à 1200 milliards en l'espace de 2 générations. Et à un moment donné dans cette vie, il faut être capable de voir plus loin que son horizon électoral. Il faut être capable de voir plus loin en termes de ce qui est l'intérêt de nos concitoyens et des êtres humains pour libérer les forces qu'on a dans la recherche, les forces qu'on a dans l'éducation, les forces qu'on a dans tous les domaines. Et si vous faites ça, l'État qui comprend qu'il doit abaisser le niveau d'impôt, se désengager de responsabilités dans des domaines où il est nul, où il n'est pas le spécialiste nécessaire, eh bien, il verra, en fait, après 1 voire 2 générations, les montants collectés sous forme de taxes et d'impôts arriver à des valeurs qui sont bien plus hautes. Donc même dans le cadre des dictatures démocratiques dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui, ce que j'aime appeler des monarchies constitutionnelles, en rigolant un peu, mais eh bien, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est pas seulement dans l'intérêt des citoyens, mais même les gens qui représentent aujourd'hui la moitié de la valeur du patrimoine humain, les 20 personnes, y trouveront leur compte. Parce que tout le système sera amené à permettre à l'humanité de fleurir et d'évoluer, d'être en adéquation avec son environnement 1000 fois mieux qu'aujourd'hui dans les contraintes quasi dictatoriales que nous imposent nos États. Voilà, donc c'est un peu philosophique ce que je vous raconte là aujourd'hui, mais je pense que j'étais obligé de vous le dire pour que chacun puisse comprendre que c'est dans notre intérêt à tous, qu'il faut faire évoluer nos systèmes, il ne faut pas avoir peur de perdre des sociétés, de perdre son emploi, l'économie continuera simplement sur une meilleure base, exactement comme les dinosaures de l'époque qui ont été éliminés par un choc massif et qui ont permis à l'environnement dans sa totalité de réévoluer, de refleurir pour tomber aujourd'hui dans un système où la biodiversité est à son maximum vraisemblablement dans l'histoire de la vie. Eh bien, c'est ce que nous devons réaliser ces prochains mois, ces prochaines années. Je vous remercie pour votre attention. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.